Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de cours sur les applications linéaires. Aujourd'hui, on va commencer par parler du rang d'une application linéaire. Définition, on suppose grand E de dimension finie, petit f une application linéaire entre grand E et grand F. On appelle rang de f la dimension de son image, tout simplement. Alors cette définition, elle est bien légitime parce que l'image de petit f est de dimension finie. Pourquoi ? Parce que grand E est supposé de dimension finie. Donc vous pouvez prendre une famille génératrice finie de grand E, disons V1 jusqu'à Vn. Et on sait que petit f transforme une famille génératrice de grand E en une famille génératrice de son image. Donc l'image est aussi de dimension finie. Et même mieux, on a une méthode de calcul de rang. La voici, je suis en train de l'encadrer. Le rang de petit f, c'est le rang de cette famille de vecteurs. Les vecteurs de ma famille génératrice transformés par f. Pourquoi ? Parce que je rappelle que le rang d'une famille de vecteurs, la définition qui apparaît ici, c'est la dimension de l'espace qu'ils engendrent. Or, on vient de le dire, ces vecteurs engendrent l'image de petit f. Donc petit point, là, ça fait la quatrième notion de rang qu'on introduit. Dans l'ordre, on avait vu, je le rappelle, au tout début, le rang d'un système linéaire, le rang d'une matrice. C'est la même chose, si vous avez la matrice qui représente un système linéaire, le rang du système linéaire, le rang de cette matrice, c'est la même chose. On a vu aussi précédemment le rang d'une famille de vecteurs, c'est aussi la même chose, au sens où si vous mettez les coordonnées de ces vecteurs dans une certaine base, en colonne ou en ligne pour former une matrice, eh bien le rang de cette matrice sera le rang de la famille de vecteurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on calcule des rangs de famille de vecteurs. Quatrième notion, le rang d'une application linéaire, qui est cohérent encore avec les trois notions précédentes par cette égalité qu'on vient de voir. Donc on a quatre notions de rang qui toutes coïncident, et c'est bien heureux, sinon de toute manière on ne se permettrait pas d'appeler ça 4 fois de suite rang. Donc ces quatre notions coïncident. On pourrait faire un petit schéma pour expliquer les liens de l'une à l'autre, mais c'est pas la peine, de toute manière on va pratiquer toutes ces notions de rang dans les exercices qui vont venir. Quelques inégalités sur le rang d'une application linéaire et qui sont utiles. Déjà, la dimension de l'image de petit f, c'est plus petit que la dimension de E. Vous avez qu'à regarder cette égalité et vous avez qu'à imaginer qu'on a pris pour les VI une base de E. Donc là, vous avez la dimension de... Vous avez n vecteurs, c'est la dimension de E. Eh bien, en tant que rang de famille de n vecteurs, ça ne peut pas être plus grand que n. De même, si grand F est de dimension finie, en tant que dimension d'un sous-espace de grand F, ce rang est plus petit que la dimension de grand F, inférieur ou égal. En plus, il y a égalité si et seulement si, je rappelle qu'un sous-espace a la même dimension que le grand espace, si et seulement si le sous-espace est égal au grand espace. Donc il y a égalité dans l'inégalité que je suis en train d'encadrer ici, si et seulement si l'image de petit f égale grand F, c'est-à-dire si f est surjective. On va surligner ça. On a le rang de petit f plus petit que la dimension de grand F, si c'est de dimension finie, avec égalité si et seulement si f est surjective. Okay. Donc si on résume, dans tous les cas, on a le rang d'une application linéaire qui est bien sûr positif et qui est plus petit que le minimum entre les deux dimensions. Quand grand F est de dimension finie, sinon vous êtes plus petit que dimension de E, c'est tout. Voilà une première inégalité utile, et puis même un cas d'égalité utile à retenir qu'on a surligné. Alors à quoi sert le rang ? Tout comme le rang d'une famille de vecteurs, il contient beaucoup d'informations. Petit exercice pour commencer, déjà, par exemple, avoir un rang égal à 0, ça veut dire que l'application est nulle. Seule l'application nulle a un rang nul, et puis réciproquement, l'application nulle a bien un rang nul. Ça c'est immédiat, on corrige ça ensemble, je vous laisse peut-être y réfléchir une minute, il suffit d'écrire votre définition, et rappelez-vous qu'il n'y a pas grand monde comme sous-espace qui a 0 pour dimension. Donc une fois que vous avez vu ça, c'est terminé. Solution. Rang de f égale 0. Eh bien, par définition, ça veut dire que la dimension de l'image de f égale 0.
Mais quels sont les sous-espaces de dimension 0? Il n'y en a qu'un. Ça veut dire que l'image de f est le sous-espace nul. Et puis quelles sont les applications qui ne peuvent que donner 0 comme résultat? Parce que c'est ça que ça veut dire d'avoir une image réduite à 0. Ben, seule l'application nulle. Seule l'application nulle, pardon, c'est le 0 de f ici, seule l'application nulle envoie tout sur 0. C'est sa définition d'ailleurs. Donc en quelques équivalences, c'est terminé. Théorème, alors un théorème vraiment fondamental qui va avoir énormément d'applications à la fois théoriques et pratiques, sur lequel toute la suite du cours va se construire. La formule du rang, on devrait même dire le théorème du rang plutôt, j'aime pas le mot formule. Changer ça, théorème du rang. Soit E, un cas espace vectoriel de dimension finie, petit f, une application linéaire de E dans grand F. Le théorème du rang vous relie la dimension de E, le rang de F et le noyau. Et la dimension du noyau, pardon. La dimension de E, c'est le rang de F, plus la dimension de son noyau. Alors on fait tout de suite la preuve et puis on interprète, on voit des applications juste après. Démonstration. Comme le noyau de F est un sous-espace de E, qui est de dimension finie, on peut lui trouver un supplémentaire, on sait même comment faire, hein. Je vous redirige vers le chapitre précédent. On peut lui trouver un supplémentaire, appelons-le G, donc on aura E qui est la somme directe de noyau de F et de G. On va considérer grand phi, on va poser grand phi, qui est la restriction de F à G, F restreinte à G. Donc phi démarre de grand G, et puis arrive dans l'image de F, puisque à W, elle associe F de W. C'est juste une restriction de F. Donc phi n'est en quelque sorte qu'un morceau de F qui est linéaire. Donc phi va être linéaire aussi, hein. La linéarité de F donne directement celle de phi. Donc c'est une application linéaire, montrons que c'est un isomorphisme. Eh bien déjà montrons l'injectivité. Le noyau de phi doit être réduit à 0, c'est ça qu'on veut montrer. L'inclusion de droite à gauche est toujours vraie, hein, on commence à en avoir l'habitude. Montrons l'inclusion de gauche à droite, donc on prend un W dans le noyau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que phi de W égale 0. Et donc aussi f de W égale 0. Phi de W, c'est f de W. Donc W est dans le noyau de F, c'est ce que je suis en train d'encadrer ici, mais il est aussi dans G, puisque c'est l'espace de départ de phi. Or, G et noyau de F sont supplémentaires, donc en particulier sont en somme directe. W ne peut que être égal à 0, d'où l'inclusion réciproque. Surjectivité, eh bien l'image de phi est incluse dans l'image de F, ça c'est évident, puisque phi n'est une restriction de F. Reste à montrer l'inclusion réciproque, on va prendre V dans IMF. Et, comme je vous le dis à chaque fois, traduction immédiate. Donc il existe U dans E tel que V égale F de U. On va utiliser notre décomposition. Donc on décompose U comme un certain T dans F et plus W dans G. J'applique F à V, j'obtiens F de U, bien sûr. J'applique F à U, j'obtiens V égale F de U, égale F de T plus F de W par linéarité. Mais F de T fait 0, T est dans le noyau de F. Donc j'obtiens juste F de W. Mais, comme W est dans G, je peux me permettre de dire que F de W, c'est phi de W. Donc je viens de montrer que V est un phi de quelque chose, V est dans IMphi. Terminé. Alors en débrief, on a un isomorphisme, ici, entre G et IMF. On l'a vu dans la séance précédente. Deux espaces isomorphes ont la même dimension. Donc la dimension de l'image de F, c'est égal à la dimension de G. Mais la dimension de G, c'est quoi? G, c'est un supplémentaire de F, donc c'est la dimension de E moins la dimension de F. Et la preuve est terminée. Dimension de l'image de F égale dimension de E moins dimension de F. Ce qui est une reformulation de ça. Alors le théorème du rang est extrêmement utile, notamment parce qu'il permet de montrer cette proposition. Je l'ai mise en exercice, parce que avec ce qu'on vient de voir, ça se démontre en quelques mots. Je vous laisse résoudre cet exercice, hein, c'est vraiment l'affaire de quelques mots, raisonner par équivalence, utiliser simplement la définition du rang.
Mais à retenir, voyez vraiment ça comme une proposition. Les choses que je surligne là, c'est des choses à savoir. Hein. F est injectif si et seulement si son rang c'est la dimension de E. Donc on a une manière de détecter l'injectivité assez simplement parce que ça se réduit à un calcul de rang. Et les calculs de rang, c'est quelque chose que vous savez faire parce que vous savez échelonner des matrices. Donc on a un moyen vraiment pratique, algorithmique, de démontrer une injectivité. Mais on va aller même plus loin. Un corollaire majeur et vraiment pratique du théorème du rang, le voici. Alors avant de le présenter, j'aimerais qu'on se souvienne d'une petite chose qu'on avait vue au chapitre précédent. J'aimerais qu'on se souvienne du fait suivant, dans une famille de n vecteurs, dans un espace de dimension n, c'est le même n, on avait vu cette amélioration par rapport à ce qu'on faisait il y a très longtemps, qui est que pour montrer que cette famille de n vecteurs dans un espace de dimension n est une base de cet espace, et bien en fait il suffit de montrer qu'elle est libre, ou il suffit de montrer qu'elle est génératrice, au lieu d'avoir à montrer les deux. Gardons ça en tête et lisons cette proposition. Soit E et F, deux espaces vectoriels de même dimension, n, finie, et petit f, une application linéaire entre les deux. Et bien pour montrer qu'elle est bijective, il suffit de montrer qu'elle est injective, ou surjective, ou, ce qui revient au même que injectif avec ce qu'on vient de voir, rang de f égale n. Ça revient aussi au même que surjectif. Donc, en fait, grande simplification, pour montrer qu'une application linéaire est un isomorphisme, si, et c'est important, si ils sont de même dimension finie, les espaces, j'insiste sur le même, eh bien il suffit de vérifier qu'elle est injective, par exemple. Ce qu'on peut faire en regardant le rang. Il suffit de vérifier qu'elle est de rang n. Démonstration. On va faire une chaîne d'implication sur les trois premières propriétés. Parce que si f injective équivaut à f surjective, ça équivaudra aussi à f bijective. Hein. Donc il n'y a qu'à montrer cette partie-là. Donc on suppose f injective, alors ça veut dire que son noyau est nul. Donc la dimension de E, c'est le rang de f plus 0. Hein, je viens d'utiliser le théorème du rang. Et c'est donc le rang de f. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens que la dimension de l'image, c'est n, mais c'est aussi la dimension de f. Et on l'a vu, je l'ai même dit juste avant, un sous-espace à la même dimension que le grand espace, si et seulement si, c'est lui-même. Donc im de petit f égale grand f, ce qui veut dire que f est surjective. Première implication, montrée. Supposons maintenant f surjective, montrons que le rang de f c'est n. Si petit f est surjective, son image est égale à grand f, donc le rang de f c'est la dimension de l'image, et bien c'est grand n. Terminé. Deuxième implication terminée, montrons la troisième. Si rang de f égale n, je veux montrer que f est injective. Si rang de f égale n, alors la dimension du noyau, c'est la dimension de E moins le rang, ça fait en l'occurrence n moins n, ça fait 0. Donc le noyau est nul, donc f est injective. Et c'est terminé parce que maintenant que l'injectivité et la surjectivité sont équivalentes, elles sont bien sûr aussi équivalentes à la bijectivité, qui est juste l'intersection des deux. Enfin, la conjonction des deux. Ok, donc vraiment, voyez ce théorème, cette proposition, comme quelque chose qui va autant vous simplifier la vie que le parallèle qu'on avait fait sur les familles. Exemple. Je vous donne une application linéaire de k crochet x indice n dans k puissance n plus 1, qui a un polynôme comme ça, associe ce vecteur. Je vais montrer que c'est un isomorphisme. Alors, on va admettre qu'elle est linéaire, vous n'hésitez pas à le vérifier. Phi est linéaire. 3 petits points. Moi, je me permets de ne pas le vérifier, mais vous, je vous invite à le faire, c'est toujours un bon entraînement. Alors, il s'avère que on est dans le cadre d'application de cette proposition. Regardez, les dimensions des deux espaces sont finies et sont la même. Dim de k indice n de x égale dim de k puissance n plus 1, c'est n plus 1. Pour montrer que phi est un isomorphisme, il suffit de vérifier qu'elle est de rang n plus 1. Alors on va calculer son rang.
Or, rang de phi, c'est quoi? Eh bien, utilisons ce qu'on a vu au tout début. Le rang de phi, c'est la dimension de son image, mais c'est le rang d'une famille génératrice transformée. On va prendre une base, hein, soyons efficaces, on ne va pas s'embêter avec une famille qui n'est pas libre, on va prendre une base transformée. Quelle est la base la plus simple qu'on connaisse de K indice n crochet x? Eh bien 1, x, etc. Voilà, le rang de phi, c'est le rang de cette famille de vecteurs. Alors on a démontré que ça fait n plus 1. Mais par contre, cette famille de vecteurs, tous ces vecteurs, on voit bien ce qu'ils vont donner. Hein. Phi de 1, regardez. Le polynôme 1, vous avez A0 égale 1. Tous les autres à 0. Je vais mettre ça dans une matrice et je vais les mettre en colonne. Pourquoi pas, hein, ligne ou colonne, ça nous est égal. Dans ce genre de situation, j'ai plutôt tendance à les mettre en colonne et je vous invite à faire de même. Vous verrez pourquoi dans les prochaines séances, c'est quelque chose d'assez conventionnel de ranger ces vecteurs, les coordonnées de ces vecteurs en colonne. Alors allons-y, phi de 1. Donc je retrouve mon A0 partout dans chacune des coordonnées. A0, A0 plus A1, A0 plus A1 plus A2. A0 fait 1, tous les autres font 0. Donc j'ai des 1 partout. Phi de x, x c'est A0 égale 0, et A1 égale 1, et puis tous les autres doivent être égaux à 0. Donc j'ai d'abord un 0, puis juste un 1, et puis après ce A1 va me mettre des 1 partout. Donc j'ai 0, 1, et que des 0. Pardon, 0, 1 et que des 1. Je vais faire ça bien aligné, 0, 1 et que des 1. Phi de x carré, vous commencez à comprendre. A0 fait 0 pour x carré, A0 plus A1 aussi, mais à partir de là, j'ai un 1 qui apparaît. Et comme il y a A2 partout après, ben j'aurai partout des 1 après. 0, 0, 1, et que des 1. Alors vous voyez à quoi ressemble cette matrice finalement. Hein. Elle est triangulaire, il y a des 0 au-dessus de la diagonale, et puis la diagonale est en dessous, il n'y a que des 1. Quel est le rang de cette matrice? Eh bien, ça se voit immédiatement. Alors, elle n'est pas échelonnée, mais sa transposée l'est. En tout cas, cette matrice est clairement inversible. Elle est triangulaire inférieure avec que des coefs non nuls sur la diagonale. Son rang, c'est n plus 1. Vous pourrez, j'ai oublié rang, pardon, ici, rajoutez-le, rang de cette matrice. Vous pouvez aussi passer par la transposée si vous voulez. Hein. C'est le rang de sa transposée, et sa transposée, elle est échelonnée. Avec n plus 1 pivot égaux à 1. C'est n plus 1. Donc c'est terminé. Vous voyez, en quelques lignes, j'ai démontré que cette application linéaire était un isomorphisme. C'était pour l'exercice 15. Alors je démarre l'exercice 16 et puis je vous laisserai conclure. Dans l'exercice 16, on considère l'application linéaire qui a P associe P moins P'. Je spécifie pas encore les espaces parce que justement ça va varier d'une question à l'autre. Premièrement, je vous demande de montrer que c'est un endomorphisme de K indice n crochet x et puis qu'il est injectif. Petit 1. Alors, déjà, il va falloir montrer que c'est linéaire. Je vous laisse le vérifier. Phi va bien... On va commencer par prendre un n dans grand N, pardon. Phi va bien de K indice n crochet x dans K indice n crochet x. Je rappelle que ça c'est important de le démontrer quand vous avez un endomorphisme. Hein, le mot endo, il vient de là, de l'espace dans lui-même. Pourquoi? Car si le degré de P est inférieur ou égal à n, alors le degré de P moins P' aussi. Hein. Pas tout simplement parce que le degré de P', il est inférieur ou égal à n-1. Donc j'ai bien un endomorphisme. Phi appartient à L de K indice n crochet x. Il va falloir montrer qu'il est injectif. Injectivité. Montrons que
ker phi est réduit au polynôme nul. Bien sûr, l'inclusion de droite à gauche est vraie. Toujours. L'inclusion de gauche à droite est vraie car phi appartient à L de E. Inclusion de gauche à droite. Hop. On est en train de supposer que P égale P'. Donc soit P appartenant à ker phi, c'est-à-dire phi de P égale 0, donc P égale P'. Je prétends qu'en dehors du polynôme nul, c'est difficile d'avoir un polynôme qui vérifie ça. Si P est différent de 0, je vous laisse trouver une contradiction. On finira par écrire impossible, donc P égale 0. Je vous laisse trouver cette contradiction. Faites quelque chose d'efficace. Et ce sera terminé. Alors, on interprète un endomorphisme injectif. Eh bien, un endomorphisme, ça va d'un espace dans lui-même, donc il y a bien la même dimension finie des deux côtés. Phi est un endomorphisme injectif. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, vous appliquez cette proposition. C'est un isomorphisme. Phi est un endomorphisme injectif en dimension finie. Donc un isomorphisme. Voilà notre que peut-on en dire? Que peut-on en déduire? Que c'est un isomorphisme. Est-ce un automorphisme de K crochet X? J'ai mis un isomorphisme, mais on devrait dire un automorphisme, corrigé, parce que c'est un isomorphisme d'un espace dans lui-même, on appelle ça un automorphisme. Donc un automorphisme. Petit 2, est-ce un automorphisme de K crochet X? Je vous laisse me dire ce qu'on vient de faire, en quoi ça ne marche pas dans K crochet X. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué car... Eh bien, je vous laisse réfléchir à cette question. Pourquoi c'est plus compliqué? Ce qu'il va falloir vérifier à la main, c'est la surjectivité. Je laisse ça avec un point d'interrogation. Je prétends que rien ne nous garantit sa surjectivité. Si on veut la vérifier, faut le faire à la main et voir ce que ça donne. Et là, il y aura des calculs à faire. Donc je laisse l'exercice à ce stade, à vous de compléter. Et puis on passe à notre deuxième sujet du jour. Forme linéaire et hyperplan. Définition d'une forme linéaire. Alors tout simplement, c'est juste un joli nom qu'on donne à une application linéaire de E dans K. Leur ensemble, au lieu de le noter L de E, K, on le notera parfois E étoile. Quelques exemples, on en a déjà croisé énormément, on ne les avait juste pas encore baptisés comme ça. Eh bien, l'évaluation en un point des fonctions. J'appelle ça E, qui mange une fonction phi et qui lui associe phi de x0. J'évalue la fonction phi en x0. Eh bien, ça, c'est une forme linéaire. Je vous laisse vérifier la linéarité, mais ça a été fait en TD. Avec x0 égale 0, ça ne dépendra pas de x0. Et puis c'est une forme linéaire, puisque ça c'est bien un nombre, ça arrive dans K, dans R. Les fonctions coordonnées qu'on connaît déjà, qui a un vecteur de K puissance n associe sa im coordonnée, donc ça c'est la im fonction coordonnée, xi c'est bien dans K, et puis on sait que c'est linéaire. Et voilà un autre exemple parmi tant d'autres, qui a un vecteur de K puissance n associe la somme de ses coordonnées, c'est donc bien un nombre. C'est linéaire, alors on commence à avoir un peu d'expérience, un peu d'habitude, ça ressemble tout à fait à quelque chose de linéaire. Mais je vous laisse le démontrer. C'est un bon exercice. Vérifier la linéarité de toutes ces choses, ou revérifier, parce que ça a déjà été fait pour les deux premiers. Alors pourquoi on fait une partie spécifique sur les formes linéaires? Pourquoi on donne un nom à cette chose? Eh bien parce que quand votre espace d'arrivée c'est K tout court, K puissance 1,
c'est un espace de dimension 1, et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui se simplifient. Par exemple, eh bien, toute forme linéaire non nulle est surjective, ce qui est loin d'être le cas pour les applications linéaires en général. Démonstration en quelques lignes. On prend une forme linéaire non nulle. Eh bien, ça veut dire qu'il existe un certain vecteur u qui est transformé en un nombre a non nul. Je prends x dans R et j'aimerais obtenir x comme un certain phi de quelque chose. C'est ça la surjectivité. Eh bien, j'ai pas à m'embêter, j'écris que x, c'est x divisé par a fois a. Je peux faire ça parce que a est non nul. C'est là que c'est utile. Donc c'est x sur a fois phi de u. Mais par linéarité, c'est phi de x sur a fois u. Terminé. X, c'est bien un phi de quelque chose, donc x appartient à l'image de phi. Toute forme linéaire non nulle est surjective. Donc l'image d'une forme linéaire non nulle, c'est vite plié, c'est K tout entier. Qu'est-ce qu'on peut dire de son noyau par conséquent? Eh bien, en utilisant le théorème du rang, tout simplement, c'est un hyperplan. Je vous laisse lire la preuve, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Formule du rang, je la réécris, elle est écrite ici. La dimension du noyau, c'est la dimension de E moins le rang, c'est-à-dire la dimension de l'image, n moins 1. C'est la définition d'un hyperplan. Le noyau d'une forme linéaire non nulle sur un espace de dimension finie est un hyperplan. Et donc en fait, on a un moyen assez pratique de démontrer qu'un ensemble, un sous-ensemble de E est un hyperplan. Il suffit de montrer que c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Exemple, l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien, c'est le noyau de l'application qui à x, y, z, t associe x plus y plus z plus t. Qui est linéaire? Vérifiez peut-être la linéarité. Mais c'est ce que vous avez fait juste avant ici, avec n coordonnées, là il n'y en a que 4. Donc bien sûr c'est linéaire. Bien sûr c'est une forme linéaire puisqu'elle arrive dans R. X plus y plus z plus t, c'est un nombre. Quand vous dites l'ensemble des vecteurs qui vérifient ça, vous êtes en train de parler du noyau de phi. Donc voilà, cette équation, c'est l'équation d'un hyperplan de R4. J'en profite au passage pour rappeler une petite technique dont on avait parlé juste après avoir défini la notion de noyau. Là, en fait, on est en train de dire, pour montrer que quelque chose est un hyperplan, vous montrez que c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Plus généralement, pour montrer que quelque chose est un sous-espace vectoriel de E, vous pouvez dire, je reconnais le noyau de telle application. Ça vous permet parfois d'aller très vite. Souvenez-vous, par exemple, on avait fait un exercice il y a assez longtemps où on avait démontré que l'ensemble des matrices symétriques est un sous-espace vectoriel de Mn de R. Alors, ça nous prenait quelques lignes parce qu'on utilisait la linéarité de la transposée, etc. Vous pouvez faire ça en une ligne et dire être symétrique, ça veut dire transposer de M égale M. Donc être symétrique, c'est être dans le noyau de cette application, qui à M associe transposé de M moins M. Bien sûr, toute la difficulté se cache sous le tapis, sous le mot linéaire ici. Donc pareil, il faudrait justifier qu'elle est bien linéaire, mais on sait que la transposée l'est. Transposée et id le sont. Donc la vérification est faite. Phi est linéaire parce que c'est une combinaison linéaire d'applications linéaires. Et son noyau, c'est l'ensemble des matrices qui vérifient transposé de M égale M. Donc Sn de R. Ok. Donc cette technique montrait que quelque chose est un sous-espace, ou même plus précisément un hyperplan, en disant que c'est le noyau de quelque chose, ça vous permet d'économiser beaucoup de calculs parfois. Allez, on revient sur nos hyperplans et nos formes linéaires. Donc on venait de dire le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan. En fait, on a même la réciproque. Tout hyperplan est le noyau d'une certaine forme linéaire non nulle. Soit E un cas espace vectoriel de dimension finie, H un hyperplan, alors il existe une forme linéaire non nulle telle que H égale le noyau de phi. Quand on arrive à trouver une telle forme linéaire phi, on peut dire que phi de U égale 0, c'est une équation, c'est l'équation de H. Avant de faire la démonstration, je veux juste qu'on regarde cet exemple ensemble. Je prends E, l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n. F, l'espace engendré par ces n
vecteurs. Donc c'est et puis c'est des polynômes de degré 2 à 2 différents, donc cette famille est libre. Donc on sait que f est de dimension n-1. Pardon, n. Enlevez le moins 1. Et de dimension n, c'est donc n plus 1 moins 1. C'est donc un hyperplan de E. Est-ce qu'on peut en trouver une équation, comme on vient de dire ici? Est-ce qu'on peut trouver une forme linéaire dans le noyau? Eh bien oui. Prenons un polynôme, écrivons ses coefficients. Appartenir à f, ça veut dire être combinaison de x, x carré, x puissance n. Ça veut dire en fait A0 est nul, tout simplement. Appartenir à f, ça veut dire A0 est nul. Ben, vous n'avez qu'à dire que A0, c'est un certain phi de p. C'est vrai. Avec phi, l'application qui à un polynôme associe justement son terme constant à 0. Voilà votre équation. Être dans f, ça veut dire A0 égale 0. Donc A0 égale 0, c'est une équation de cet hyperplan. Donc on pourrait toujours trouver une forme linéaire comme ça. Faisons la démonstration de ce fait général, ça c'était qu'un exemple. Démonstration, notons n la dimension 2, comme E est de dimension finie, on peut prendre D, un supplémentaire de notre hyperplan, dans E. Donc on aura E qui est la somme directe de H et de D. On va appeler U1 jusqu'à UN une base adaptée à cette décomposition. Alors là c'est important de se rappeler ce que veut dire base adaptée. Je ne vais pas vous le dire pour vous inciter à retrouver ça dans votre mémoire ou aller revoir ça dans le cours du chapitre espace vectoriel. On a cette base adaptée, on peut alors poser l'application phi de E dans K. Et puis je vais définir, on sait qu'on peut faire ça par le début du chapitre, je vais définir phi en la définissant seulement sur une base. On sait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc je choisis comment transformer mes vecteurs de base, et puis ça déterminera entièrement phi. Alors je choisis le dernier vecteur de base, je dis qu'il est transformé en 1, et tous les autres en 0. Une fois que j'ai fait ça, c'est simple. Le noyau de... c'est n-1 vecteurs, transformés sur 0, transformés en 0, sont donc dans le noyau de phi. Donc h, qui est l'espace engendré par les n-1 premiers vecteurs, est inclus dans le noyau de phi. Mais phi étant une forme linéaire non nulle, son noyau est un hyperplan. Donc il est de dimension n-1. Donc en fait, c'est terminé, il y a égalité. Voilà un sous-espace de phi qui a la même dimension que... un sous-espace de noyau de phi qui a la même dimension que le noyau de phi. Donc c'est terminé, ker phi égale h. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui ici. Je vous laisse combler les trous à chaque fois. J'ai laissé des petites choses à vérifier. Il y a des exos qui ne sont pas terminés. Donc terminez tout ça et puis on débriefera tout lors de la prochaine séance. À bientôt, merci.